Florian Franck-Neumann et l'équipe de Sol en Ville, à Éric Charton, Élise de la Maison du Compost, Mathieu Dorizome et les jardiniers qui étaient présents à l'autre atelier de co-construction qu'on a pu organiser, et Olivier Moreuil d'Éco-Conseil qui était notre référent pendant ce chantier. Donc d'abord un petit point sur les déchets verts et le sol. Donc qu'est-ce qu'on entend par déchets verts? C'est les branches qui sont issues de l'élagage des arbres, de la taille des arbustes et autres plus petites plantes, les tontes de gazon, les feuilles mortes, les herbes et les broussailles, et les fleurs et les feuilles fanées. Donc l'ADEME a réalisé plusieurs fiches concernant la gestion des déchets verts. Il s'agit, les bonnes pratiques sont d'abord de commencer par concevoir et aménager les espaces verts en tenant compte du cycle de vie complet des végétaux, et donc de prévoir des espaces pour gérer les végétaux une fois qu'ils sont tombés au sol ou qu'on les a coupés. Ensuite, c'est de réduire la production de déchets verts avec une gestion différenciée, c'est-à-dire de couper moins, mais peut-être à des meilleurs moments et de manière plus opportune. Ensuite, c'est de broyer les déchets verts ou de les utiliser pour aménager directement les espaces en créant des barrières avec des branchages ou autres, ou des abris pour les auxiliaires du jardin. C'est aussi de pailler pour protéger les plantes, pour nourrir les sols et pour embellir les espaces. Et enfin, c'est composter en intégrant le broyat aux biodéchets et amender le sol avec le broyat et le compost créé. Comment faire tout ça? Avec du broyat frais, riche en matières dégradables, qui crée un humus riche en nutriments et qui offre un abri pour la biodiversité. Voilà un petit schéma pour vous parler donc des feuilles mortes et comme un exemple de déchets verts à valoriser. Donc en forêt, les feuilles mortes, elles jonchent le sol et elles provoquent une intense activité biologique, à la fois avec des macro et des micro-organismes du sol. Donc les feuilles mortes se décomposent en éléments simples et produisent un dégagement de chaleur, de gaz carbonique et d'eau. Et ces éléments-là sont assimilés par les racines directement en partie et créent l'humus en s'agglomérant avec l'argile, donc créent le complexe argilo-humique qui capture les sels minéraux et qui va ensuite être réutilisé par l'arbre pour créer de nouvelles feuilles qui sont ensuite à nouveau transformées en feuilles mortes, etc. Le complexe argilo-humique, il va capturer les sels minéraux et cet humus, il va structurer aussi le sol et lui donner une consistance idéale pour que les plantes puissent pousser. La stimulation des racines puise dans ce sol les sels minéraux, puis les feuilles, les tiges, les branches se retrouvent au sol et reconstituent l'humus. Au jardin, en fait, ces feuilles mortes vont pouvoir être utilisées un petit peu de la même manière. Donc si on a des zones boisées ou des bosquets, le dépôt de feuilles mortes va participer à l'équilibre de ces milieux. À proximité de haies, dans les massifs de plantes ou de vivaces au jardin, on peut repousser les feuilles mortes au pied des plantes pour pailler et offrir un gîte à des organismes vivants qui vont favoriser la vie du sol. Sur l'herbe, en faible quantité, les feuilles peuvent être laissées au sol, même enherbées, parce qu'elles vont être dévorées par les vers de terre anéciques. Mais en plus grande quantité, effectivement, elles vont risquer d'être asphyxiées. Donc, on peut les ramasser, les mettre en tas, les utiliser en paillis ou en structurant au composteur, ou créer un compost en direct, c'est en créant un tas ou un andin. Donc, par rapport à notre chantier, la première action qu'on a faite, c'est créer un benchmark, donc de recenser un maximum d'actions qui sont réalisées sur le traitement et la valorisation des déchets verts en circuit court, particulièrement en France. Ce qu'on a trouvé, c'est beaucoup d'outils de sensibilisation concernant le traitement des déchets verts, avec l'organisation d'ateliers conviviaux, de campagnes de sensibilisation, mais aussi des démarches de création d'une véritable économie circulaire, avec par exemple l'intervention d'entreprises d'insertion dans la fabrication et la distribution de sacs en papier compostables, mais aussi le traitement des déchets verts en compost et en couvre-sol. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les solutions les plus souvent recensées, elles concernent des ateliers de sensibilisation,
des conseils sur la gestion différenciée dont je vous parlais juste avant, sur donc entretenir le moins possible mais autant que nécessaire, et la création de points de collecte de déchets verts, de végéterie mobile au plus près des espaces verts et des jardiniers, et éventuellement l'aide à l'achat de broyeurs individuels ou collectifs, voire la mise à disposition de ce matériel par des communes, surtout dans des plus petites communes. Donc ici vous avez une image globale de toutes les actions qu'on a recensées. Alors, on les a classées pour que ce soit plus facile à appréhender entre des projets avec un impact plus ou moins fort et qui demandent un effort plus ou moins fort à la collectivité pour être mis en place. Par exemple, cette action qui a été mise en place par Grenoble-Alpes Métropole, c'était une expérimentation de services de la ville où une équipe de paysagistes et d'experts des espaces verts venait directement chez des jardiniers de la métropole pour faire un véritable diagnostic de leur jardin et leur conseiller la mise en place de différentes actions pour améliorer la gestion des déchets verts. Donc l'impact, il est fort pour le jardinier qui est concerné, mais disons qu'à l'échelle de la métropole, c'est pas forcément, ça va être difficile d'aller voir tous les jardiniers. Par contre, donc ça demande un gros effort, un impact relativement faible. Par contre, le projet est vraiment intéressant à lire et vous pourrez accéder aux résultats avec nos livrables qui seront mis à disposition. Par contre, on voit qu'il y a des projets qui sont mis en place, notamment en Alsace centrale, sur l'élaboration de plans d'action complets pour le composter plus et mieux et qui englobe une grande partie sur les déchets verts et leur valorisation. Après, ça va aussi vers des plus petites victoires faciles. Ce qu'on appelle victoire facile, ça peut être par exemple dans une petite commune comme à Commercy, la distribution gratuite de paillis qui est faite par la commune en déposant tout simplement un tas de déchets verts dans un endroit dédié et en prévenant les jardiniers de la commune qui peuvent venir se servir directement. Alors du coup, Lisa vient de nous présenter les différentes initiatives qu'on avait trouvées sur le territoire français. Et moi, je vais vous parler des acteurs en fait, qu'on a identifiés. Et je vais commencer par vous décrire un peu les démarches citoyennes et scientifiques présentes sur le territoire. Donc Éco-Conseil, qui en plus de faire la formation, a une mission de coordination du réseau des jardins partagés et qui fait aussi des actions de sensibilisation autour du jardinage naturel et qui accompagne la création de ces jardins partagés. On a donc Salenville, que Florian a décrit au début de cette conférence. Il y a le club relais jardin et compostage qui, lui, qui est animé par Eric Charton et qui réalise donc des ateliers de sensibilisation partout sur le territoire et qui rédige en fait une lettre d'information tous les mois que je vous conseille d'aller voir sur son site avec un contenu très fiable. Et après, il y a la Maison du Compost, donc, qui est une association qui vise à sensibiliser, accompagner et promouvoir la pratique du compostage, que ce soit individuel ou collectif. Après, donc, c'est une dynamique citoyenne qui est Horizon, qui finalement est un projet associatif, social, artistique, culturel, environnemental et engagé, qui est ancré sur le territoire de Haute-Pierre et en fait qui vise à aider les habitants à s'approprier les espaces collectifs, notamment avec des projets d'agriculture urbaine. Et le dernier, donc, qui est les Mains Vertes, c'est une entreprise qui réalise de l'animation et de l'accompagnement autour de la mise en place de jardins partagés, que ce soit pour les entreprises, les collectivités ou les écoles. Voilà, donc toutes ces dynamiques-là, je vous conseille vraiment d'aller voir et un peu sur leur site internet, qui sont assez centrales autour de la revalorisation des déchets verts. Et après, pour tout ce qui est plus les principaux acteurs que nous on a identifiés ou les parties prenantes, donc on est allé voir, on a contacté des jardins partagés, des jardiniers, des jardins familiaux, mais aussi des associations de compostage. Et on a élargi à tout ce qui était les professionnels, donc les élagueurs ou les paysagistes, mais aussi les agents de la ville et Valtera qu'on a visité. Et donc nous, on s'est fait un schéma des flux pour finalement, on pourrait dire, associer ensemble les flux des déchets verts.
Donc là, en orange, vous pouvez voir tout ce qui est jardin familiaux, jardin partagé, jardin privé et les potagers urbains collectifs qui sont finalement les jardins partagés animés par l'Institut Éco-Conseil qui aussi est responsable qui aide à la végétalisation des cours d'école et qui aussi est en relation avec des associations de compostage. Et au centre, on a la ville de Strasbourg qui, elle, est finalement assez exemplaire dans la revalorisation des déchets verts, notamment avec la création du centre de valorisation de l'oranger, qui gère tous les déchets verts des parcs de l'Eurométropole. Et après, on a Valtera qui, pour le coup, récupère tous les restes des déchets verts et qui les revalorise en compost et en broyat. Donc, d'ailleurs, tout le monde peut venir chercher et qui est à prix très abordable pour tout le monde. Donc, voilà pour tous ces schémas autour des acteurs. Et nous, on s'est un peu intéressé au Fiche Jardin. Donc, pour les jardins partagés, c'est pour valoriser finalement le travail de ces associations-là. Donc, ces fiches-là seront partagées sur le site d'Éco-Conseil. Et elles vont être mises à jour aussi. Donc, elles sont en cours. Et elles vont être continuées avec Lisa, qui fait son stage à Éco-Conseil. Et du coup, on a mis en place un questionnaire qu'on a envoyé finalement aux référents des jardins partagés qu'on avait et voilà, qui vont être mises à jour petit à petit sur les prochains mois. Et je vais laisser la parole à Voisine pour qu'elle vous parle des enquêtes qu'on a réalisées pendant ces 20 ans. Pour récolter des informations sur les besoins, les pratiques et les usages, l'équipe Orpaillage, on a créé 2 questionnaires qu'on a envoyés via Frame-ma-forme, un questionnaire qui était à destination des usagers des jardins et un deuxième questionnaire qui était plus pour les professionnels, donc les gestionnaires des écoles, les professionnels des espaces verts, les horticulteurs, paysagistes. Nous avons recueilli 10 réponses pour le questionnaire envoyé aux professionnels et 61 réponses pour le questionnaire envoyé aux jardiniers. Les sujets qui ont été abordés, ce sont les suivants. Donc, on a fait cette thématique sur les 2 questionnaires. Donc, une petite présentation du répondant, la connaissance des déchets verts, comment ils sont revalorisés, les matériels et équipements qui sont disponibles et utilisés, les besoins qui sont recensés, les freins et quelques questions complémentaires. Ensuite, les résultats, ils ont été analysés et mis en forme sous forme d'histogramme, camembert ou tableau. Et une première analyse nous a permis de construire les ateliers de co-construction. On a donc réalisé 2 ateliers. On peut avoir la diapo suivante. Merci. Merci. 2 ateliers qui ont été réalisés, donc un pour les agents de la ville de Strasbourg et un autre pour les usagers des jardins. On n'a pas réussi à réunir les deux publics du fait de leur disponibilité qui sont totalement différentes. Les résultats qu'on a obtenus sur ces 2 ateliers nous ont permis d'avoir 10 informations suivantes. Donc, au niveau des questionnaires, on a obtenu une connaissance des pratiques de jardinage et des besoins, et on a identifié des freins et des idées d'amélioration. Et enfin, les ateliers ils ont permis aux acteurs qui ne se connaissaient pas de se rencontrer, partager et proposer et mettre en œuvre des idées sur le territoire. Et en particulier, des contacts ont été échangés entre eux. Chacun a proposé les ressources et les compétences qu'ils pourraient mettre en commun. Je vais donc vous présenter les principaux résultats obtenus sur ces thématiques. Donc, au niveau des déchets verts, les jardiniers ont beaucoup de résidus de désherbage, plantes et fleurs, alors que les professionnels, ce seront plutôt des feuilles, des tontes et de la taille de buisson. Ce qui est important à noter, ce qui n'est pas une surprise, c'est qu'en fonction des saisons, les types de déchets verts évoluent et du coup, il faut aussi prendre cet élément de temporalité des ressources. Il faudra le croiser avec les besoins. Au niveau de la revalorisation, au niveau des jardiniers, on se rend compte qu'ils utilisent beaucoup leurs déchets verts en couverture de sol, compostage ou simple stockage en tas.
Les professionnels, eux, vont aussi stocker en tas composté. Ceux qui ont un broyeur vont pouvoir broyer leurs résidus d'élagage, mais ce qui est principalement différent, c'est que la déchetterie, elle est vraiment une solution largement utilisée au niveau des professionnels, plus qu'au niveau des jardiniers. Au niveau du matériel et équipement à disposition, donc les jardiniers, tout comme les professionnels, n'ont peu ou pas de moyens pour broyer. Par contre, la pratique du compostage est très développée chez les jardiniers, alors que les professionnels, eux, vont plutôt disposer d'un lieu de stockage. Et les jardiniers sont plutôt satisfaits du matériel qu'ils utilisent. Au niveau des besoins, donc les jardiniers utilisent presque tout ce qu'ils produisent dans leur jardin et ils doivent compléter pour enrichir le sol par l'achat de compost, de fumier ou de paillage. La pratique de couverture du sol ou de compostage est moins développée chez les professionnels. Au niveau des freins, donc ce ne sont pas les mêmes chez les jardiniers et les professionnels, mais ils ont des freins en commun qui est le stockage limité, le problème de ressemage d'adventices ou de trop lourd à transporter. Les jardiniers, eux, ils ont noté qu'ils ont des besoins pour avoir des informations pour traiter les déchets de végétaux de malage et d'optimiser la dégradation pour avoir un compost bien mûr, par exemple. Et les professionnels aussi reconnaissent un besoin de formation et d'information pour les pratiques, par exemple, de jardinage au naturel. Les questions ou les remarques qui sont ressorties de ces questionnaires et ateliers, c'est donc les informations sur le traitement des résidus de résineux, que faire des plantes malades ou avec des graines, des difficultés à obtenir feuilles, gazon et broyat. Ils ont besoin d'acheter de la paille et du foin. Un besoin de formation en compostage a été fortement demandé. Un besoin de broyeur et que faire des feuilles de platane. Sur la thématique des besoins en matière valorisée, donc les besoins seront principalement du mulch ou du BRF pour couvrir les sols ou pour composter. Ils ont des difficultés à obtenir la matière carbonée. Ils ont donc besoin aussi de compost, terreau, fumier, paille-foin, ce qu'on avait déjà vu pour enrichir les sols. Des besoins de feuilles mortes ou de tonte, et certains jardiniers, mais ils sont plutôt quand même rares aussi, ont plus de besoins que ce qu'ils produisent, et donc une mutualisation des ressources leur semble donc pertinente. Le broyeur est un sujet qui est venu plusieurs fois, donc des besoins en termes de broyage de branches, de feuilles sont apparus clairement pour avoir de la matière sèche. Une proposition de journée de broyage est demandée, à savoir qu'il y a déjà des opérations de broyage régulières dans les jardins familiaux qui sont organisées par la ville de Strasbourg. Au niveau de stockage et évacuation, ils souhaiteraient avoir à disposition des bennes de stockage pour la matière non compostable pour mars à novembre, avec une collecte en fin de saison et idéalement aussi un point de stockage collectif avec un ramassage par la ville. Les autres besoins qui sont ressortis sont également un besoin en matériel spécifique de jardinage avec une idée de mutualisation ou de location qui aurait été évoquée, et des demandes aussi en plantes, fleurs et graines avec une plateforme d'échange qui pourrait répondre à ces besoins. Au niveau de l'accompagnement et du réseau, c'est un besoin qui est demandé aussi. Les jardiniers souhaiteraient un besoin de soutien de plus présent de la part de la ville avec une mobilisation, une aide à l'accompagnement et une présence au moins une fois par an, par exemple, dans les jardins et sur le terrain. Ils ont tous besoin de maintenir du lien et que le contact humain, il reste vraiment le moyen à privilégier, surtout après ces périodes Covid où on n'a pas pu se rencontrer. Ça, c'est fortement ressenti. Une plateforme d'information pour avoir des outils pratiques et une liste de formation serait aussi une idée qui est ressortie lors des ateliers. Et la sensibilisation est à poursuivre en termes de compostage, valorisation des déchets verts, jardinage naturel. Je rejoins l'idée de la formation, comme je l'ai déjà dit, le besoin en formation en termes de compostage, jardinage naturel et au tri sélectif est demandé. La valorisation des déchets verts, en particulier du type buis, résineux, éviter le ressemage d'adventices ou des plantes malades, feuilles de platane, c'est vraiment un besoin qui ressort. Il y a
des solutions qui ont été proposées en atelier par les services des espaces verts de la ville, qui ont des apports techniques, notamment sur le traitement des résidus de conifères et des feuilles de platane. Il y a un besoin de compétences techniques sur la prise en compte sur l'ensemble du cycle de vie des espaces verts. C'est aussi quelque chose qui est très important pour avoir une visualisation complète et transversale du cycle. Et d'autres idées sont émergées, comme la mise donc à disposition sur place et l'approvisionnement des matières sèches et de broyat, des livraisons par la ville, alors même par vélo cargo s'il n'y a pas de moyen de transport. Ce qui est apparu aussi fortement et qui est une piste intéressante à poursuivre, c'est la mise en relation avec des HLM, EHPAD, crèches, là où les entreprises paysagistes interviennent pour pouvoir récupérer les feuilles mortes et les tontes. C'est des choses qui existent déjà, mais où des synergies à renforcer. Ainsi qu'avec, par exemple, les écoles, où on sait qu'il y a beaucoup de feuilles disponibles. Une mutualisation des commandes, paille, foin, plantes et graines, est aussi souhaitée. Et il y a des choses qui existent, mais peut-être des synergies à optimiser encore là-dessus aussi. Une idée de plateforme de compostage et de broyage a été évoquée lors d'un atelier, mais a été un peu abandonnée, puisque peu pratique en termes de gestion de tri par rapport à des retours d'expérience. La revalorisation des feuilles de platane, comme on en a déjà parlé, et il faudrait aussi un maillage clair du territoire entre les écoles et les jardins. On s'est rendu compte lors d'un atelier qu'en fait, une école était adjacente à un jardin qui avait besoin de matières brunes et sèches, alors qu'une école était riche en feuilles. Il y avait peut-être vraiment des synergies rapides à mettre en place. Enfin, donc tous les résultats nous ont permis d'aboutir aussi à un livret de préconisation, toutes ces analyses. Le besoin d'utilisation de ressources en termes de broyeurs, matériel ou les formations, la dynamisation des liens entre les acteurs, c'est vraiment les pistes principales à poursuivre qu'on a donc mis dans ce livret de préconisation. Il y aura différents axes de développement et nous allons donc vous présenter plus en détail les 3 préconisations. Nous avons retenu. Alors, du coup, le premier que je vais vous présenter, c'est le plan de formation à destination des agents de la ville sur le jardinage naturel. Et la problématique à laquelle on a cherché à répondre, c'est entretenir et approfondir les connaissances des agents sur le jardinage naturel en encourageant l'éco-exemplarité de la collectivité et en allant vers un espace urbain toujours plus vert et résilient. Du coup, les objectifs qu'on s'est fixés, qu'on a proposés pour permettre de répondre à cette problématique, c'était d'enrichir les connaissances sur les solutions existantes pour valoriser au maximum les ressources produites localement, d'embellir les espaces verts et les rendre plus résilients en conséquence du changement climatique, de partager les connaissances avec les autres services concernés par la thématique de la nature en ville et de créer des synergies entre les services. Donc pour cela, on a identifié des parties prenantes qui nous semblaient les plus pertinentes parmi les services de la ville, et on a aussi recherché les ressources qui pouvaient être utiles pour élaborer ce plan de formation, donc, comme les dynamiques citoyennes que je vous ai présentées, mais aussi les formations qui sont déjà existantes et qui pourraient leur permettre de s'inspirer. Donc, il nous a paru également important de faire des propositions de thématiques qui pourraient se découper en plusieurs modules. On avait notamment pensé à proposer des vie-ma-vie entre les services, donc faire des rappels sur les différentes espèces invasives du territoire, les potentiels aussi allergènes des différentes espèces, et creuser l'idée d'une fonction de médiateur vert qui ferait le lien du coup entre plusieurs services et les habitants. Car en fait, la nature en ville, ça va toucher, c'est un sujet qui est très transversal. Et pour finir, on voulait aussi donner des pistes pour que la démarche finalement dure dans le temps, et notamment en demandant des retours aux participants pour faire évoluer ces formations et en les interrogeant sur leurs envies de faire évoluer. Et l'autre démarche que je vais vous présenter, c'est autour de renforcer les liens entre les gestionnaires et les jardiniers des jardins familiaux, avec comme problématique comment faciliter la transmission d'informations à l'ensemble des acteurs qui agissent pour optimiser les ressources du territoire. Donc les objectifs qu'on a identifiés, c'est embellir les jardins, partager ses connaissances et créer du lien entre les gestionnaires et les jardiniers.
Et pour ça, on a identifié donc quelques parties prenantes qui sont les gestionnaires des jardins familiaux, les jardiniers des jardins familiaux, les associations de compostage et les associations des jardins partagés. Et après, pour les ressources, on conseille de se rapprocher donc, de certaines dynamiques citoyennes, mais également, on a créé et référencé quelques infographies qui pourraient être utiles d'afficher sur les panneaux qui sont prévus à cet usage autour des jardins familiaux. Et pour la méthodologie qu'on conseille de mettre en place, c'est mettre en place un planning mensuel sur les tableaux d'affichage pour promouvoir les activités qui ont lieu autour des jardins familiaux, avec l'aide d'associations locales pour coordonner cette communication. Aussi, la création d'une grille de lecture multi-critères, de l'entretien d'une parcelle, donc sans parti pris, disponible pour tous, par exemple dans la charte des jardins familiaux, qui servirait à mettre des critères sur les services écosystémiques et environnementaux avec leurs explications. Et aussi, donc, les infographies dont je vous ai parlé, donc, on en a fait notamment une sur qu'est-ce que l'on peut mettre dans un broyeur, l'utilisation d'un composteur, le paillage et la sensibilisation aussi sur le tri des déchets verts. Et pour pérenniser cette démarche dans le temps, on préconise de mener des enquêtes auprès des jardiniers pour savoir comment est perçu le travail des gestionnaires, mais aussi de réaliser des échanges entre les différents acteurs pour comprendre les besoins et les problématiques des uns et des autres. Et là, je vais passer la parole à Rosine qui va vous présenter les ressources qui sont produites sur le territoire. Donc pour favoriser l'utilisation des ressources produites sur le territoire de l'Eurométropole et comment identifier les ressources qui peuvent être disponibles vraiment chez soi et favoriser les échanges de proximité, on a donc aussi fait des préconisations. Donc l'objectif était effectivement de réduire le transport des matières végétales pour faire gagner du temps aux agents et de l'argent aussi à la collectivité, de favoriser les échanges locaux, comme on l'a dit, et surtout de pérenniser les solutions qui vont répondre à ces besoins. Les parties prenantes qui peuvent agir sur ces différents points, donc ce seront les agents de la ville, les habitants, les associations et les professionnels. Les ressources identifiées ont déjà été principalement présentées par Julie en début de présentation. Donc, ça va être les ressources en termes de compostage. Pour du compostage individuel, la ville de Strasbourg aide à la mise en place d'un composteur individuel. Il y a des associations et des démarches citoyennes qui nous ont été présentées par Julie. Et l'utilisation des feuilles mortes, comme l'a expliqué et l'a présenté Lisa, ainsi que la page Facebook et l'information de Valtera, qui est une ressource importante pour un circuit de proximité. Au niveau de la méthodologie, on a identifié différents flux possibles avec comme règle d'abord de valoriser in situ, donc dès la création du jardin, de prévoir des espaces de compostage, de stockage pour les branchages, voire même de séchage pour le gazon. Ensuite, de connaître ses voisins, les parcelles des jardins familiaux, les jardins partagés, les parcs et espaces verts, les écoles, les lieux de compostage collectif et les entreprises du paysage et des espaces verts. Et d'aller enfin à leur rencontre. Donc là, il y a des événements qui sont organisés par la ville ou par les associations et les dynamiques du territoire. Il y a Strasbourg ça pousse, Éco-Conseil, comme les deux qui vous ont déjà été présentés, Valtera, qui est un acteur. Et il y a des ateliers qui sont également organisés, comme lors des 48 heures de l'agriculture urbaine en mois de mai, la fête des jardins partagés qui aura lieu en septembre. Et il y a des réseaux sociaux avec des dynamiques toute l'année. Et enfin, les déchets verts, il faut les déposer en déchetterie, sinon pas d'autre solution, et acheter des ressources en local. Donc les déchetteries ont des bacs de récupération des déchets verts qui sont ensuite valorisés sur la plateforme de Valtera et vendus en vrac ou en sachet. Valtera il propose du compost et différents types de broyats pour du couvre-sol et enregistrement des sols. Je vais faire une petite parenthèse juste sur la qualité du tri des déchets qui est très important pour avoir une matière de qualité en termes de compost ou de couvre-sol. Il faut effectivement que le tri soit de qualité. Donc ça, c'est vraiment une action qui est prise en compte au niveau des agents de la ville pour la sensibilisation et aussi au niveau de Valtera lorsqu'il y a l'arrivée des bennes de déchetterie. Il y a vraiment des contrôles renforcés pour avoir une qualité maximale et
éviter d'avoir des résidus de plastique qui pourraient altérer la qualité du compost que l'on veut acheter ensuite. Et enfin, il y a encore d'autres pistes à approfondir, donc mettre en place un composteur, comme on l'a déjà dit, et pour se renseigner, pour trouver de la matière brune ou du paillage. Donc l'utilisation de feuilles mortes qu'on peut utiliser comme paillage, et l'idée de voir avec les gestionnaires des jardins de la ville et les gestionnaires des écoles, puisqu'on a souvent un stockage en tas qui n'est pas valorisé. Ensuite, il y a les paysagistes du territoire. On s'est rendu compte qu'ils peuvent avoir du broyat en grande quantité. Par exemple, Muller Paysage peut mettre à disposition le trop-plein de matière qu'il a. Les jardins familiaux doivent communiquer plus pour faire connaître les journées de broyage. Les jardins partagés, donc Éco-Conseil et la Maison du Compost participent à des commandes groupées pour différents achats de paillage, de matière brune, voire de plantes et graines. Et comme on l'a déjà dit, donc Valterra qui propose des composts mûrs, du mulch et des copeaux de bois avec des prix très intéressants pour les habitants de la ville. Voilà les pistes qui ont été retenues pour valoriser les échanges et les synergies sur le territoire. Et je passe la parole à Lisa. Donc, la dernière préconisation que je vais vous présenter, c'est la préparation à l'arrivée d'un broyeur lent, parce qu'en fait, ce qui a été le déclencheur de la commande de ce chantier pour la ville de Strasbourg, c'est qu'ils vont accueillir un broyeur lent, qui est donc une grosse machine qui va leur permettre de réaliser, de valoriser la totalité des déchets verts qui sont produits sur les espaces verts et les parcs de la ville de Strasbourg, et de créer du mulch et des déchets verts qui vont pouvoir être valorisés directement à nouveau dans ces espaces verts. Donc l'objectif de l'arrivée de l'achat d'un broyeur lent de cette échelle-là, c'est de faire des économies budgétaires, donc d'acheter moins de mulch et autres couvertures de sol, mais aussi de limiter le transport de ces végétaux et le recours à des prestataires extérieurs. Donc c'est d'optimiser les moyens humains et techniques au niveau de la ville de Strasbourg, c'est de valoriser des déchets verts en circuit court dans ces services, et de faire évoluer le métier de paysagiste tous les métiers du paysage en fait au service des espaces verts de la ville de Strasbourg. Les prérequis qu'on a identifiés, c'est la formation des agents, aussi bien au jardinage naturel de manière globale qu'à l'utilisation du broyeur en question, donc de désigner des référents qui vont être spécialistes de l'usage de ce broyeur pour qu'ils puissent ensuite être prêtés avec la machine auprès de jardins familiaux, mais aussi pourquoi pas de jardins partagés ou d'autres espaces végétalisés. Et donc de créer des circuits courts qui sont fondés sur des besoins existants, notamment en s'appuyant sur des réseaux comme celui de la Maison du Compost ou de l'ensemble des sites de compostage qui sont réunis avec le réseau Rescup et le réseau des écoles végétalisées qui se développent de plus en plus. L'objectif, enfin, c'est de pérenniser la démarche et donc de s'inscrire dans le long terme. Pour ça, il faut sensibiliser le grand public à l'usage des déchets verts et à leur valorisation. C'est donc inclure cette thématique dans les animations dédiées au jardinage naturel, que ce soit des événements ou des ateliers au fil de l'eau. C'est aussi d'impliquer en fait les déchetteries et globalement le service de collecte et de valorisation des déchets dans cette démarche pour que cette sensibilisation elle puisse avoir lieu aussi dans les lieux dans les déchetteries, là où il y a des bennes qui permettent de déposer ces déchets verts pour que un maximum d'habitants et de jardiniers soient sensibilisés à la démarche. Voilà, donc pour conclure, je vais vous parler un peu des actions à venir. Donc d'abord, il y aura la mise à disposition des livrables qu'on a créés. On va essayer de tenir un stand lors des 48 heures de l'agriculture urbaine qui auront lieu les 14 et 15 mai, mais notamment le 15 mai au square Louise Weiss à la Petite France.
la poursuite de la mise à jour des fiches jardin que vous pourrez retrouver donc sur Strasbourg ça pousse et sur le site d'Éco-Conseil, et des animations sur le jardinage naturel qui seront proposées par Éco-Conseil dans les jardins familiaux, mais aussi sur tout le territoire par d'autres associations, et dont les informations sont reportées, notamment par le Club Relais Jardin et les autres acteurs qu'on a mentionnés pendant cette présentation-là. Voilà, c'est la fin de notre présentation. Ce dont on s'est vraiment rendu compte pendant ce chantier, c'est que les déchets verts, les déchets, c'est les plus petits dénominateurs communs qui nous unit, et les déchets verts, c'est une vraie ressource au jardin. Et il y a déjà beaucoup de démarches qui sont engagées pour les valoriser et pour créer des circuits courts qui créent du lien aussi entre les jardins, les jardiniers, les espaces verts. Et c'est tout ça qu'il faut valoriser et qu'il faut poursuivre, surtout pour continuer dans cette belle direction. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et si oui, n'hésitez pas. Merci beaucoup. C'était très clair. Moi, je vais me permettre une première question, c'est la coutume. Il y a quelques années, quand à Strasbourg, on a vraiment mis en place le zéro phyto, les mauvaises herbes sont devenues des herbes folles. Est-ce que dans le domaine des déchets verts, il n'y aurait pas quelque chose à faire aussi pour changer ce nom et trouver quelque chose d'un peu plus fleuri? Si, vraiment. En fait, c'était la première réflexion qu'on a eue dans notre chantier, c'était comment faire pour ne pas appeler les déchets verts des déchets verts. Et le problème, c'est qu'il faut qu'on nous comprenne déjà. Donc, c'était d'utiliser une terminologie que qui réunit tout le monde. Après, c'est aussi comme ça que nous, on a choisi notre nom d'équipe qui est hors paillage. Donc c'est l'or du jardin et le paillage, parce que c'est la première utilisation des déchets verts qu'on va pouvoir faire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment trouvé. Alors il y a des néologismes qui ont été créés par des différentes communes dans leur plan de communication par rapport à la valorisation des déchets verts, mais on n'était pas complètement convaincus jusque là. Donc c'est à construire. Et du coup, je me permets d'en poser une autre, sauf si je ne veux pas empêcher. Peut-être plus sur les quantités et sur les flux. Est-ce que vous avez un petit peu une idée de ce qui, déjà, en termes de circuit court, échappe à la collecte ou à la déchetterie actuellement? Et puis, est-ce que vous imaginez qu'on puisse à terme complètement se passer de ça, c'est-à-dire être vraiment sur de la revalorisation circuit court à l'échelle d'une ville, quoi? Alors, déjà, estimer les quantités qui sont pas, qui échappent à la valorisation, c'est difficile. En fait, tout est valorisé à Strasbourg. Ce qui n'est pas jeté en poubelle bleue, là, effectivement, on n'a pas de visibilité sur ce que les gens peuvent jeter dans leur poubelle bleue, et donc ça c'est brûlé. Mais tout ce qui est amené en déchetterie et qui est mis dans les bacs de déchets verts, ça va être valorisé chez Valtera. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, ce qui va être ce qui va être plus difficile, c'est de quantifier la totalité de ce qui peut échapper à tout ça. Et après, est-ce que c'est possible de créer des circuits courts, de fonctionner entièrement en circuit court dans une ville? En fait, le problème, c'est le stockage, clairement. C'est le foncier, en fait, ce qui est un problème à Strasbourg comme dans beaucoup d'autres villes. Et là, il faut être malin, il faut essayer de trouver des endroits qui peuvent faire tampon. Mais c'est sûr que, notamment pour ce qui est des tontes, par exemple, en fait, il faut les faire sécher. On peut pas juste faire un tas et attendre que ça se passe, parce que ça risque de se dégrader trop rapidement et de créer des problèmes. Donc, il va falloir avoir des espaces dédiés, et sinon, en fait, ce dont on parlait quand on parlait de jardins familiaux et d'écoles, en fait, le territoire de la ville de Strasbourg, il est maillé d'écoles et de jardins familiaux, et il se trouve que la gestion des feuilles mortes, c'est un vrai problème dans l'espace public, mais aussi dans les cours d'école, parce que il n'y a pas forcément la place
même dans les cours d'école végétalisée, même si c'est de plus en plus réfléchi en amont, mais il n'y a pas forcément la place de stocker ces feuilles mortes. L'objectif, ce serait du coup de pouvoir avoir un système de communication entre ces écoles qui pourrait créer de stocker de manière très temporaire et ensuite que ces feuilles mortes soient récupérées par les jardiniers et tout de suite évacuées dans les jardins familiaux ou dans des jardins partagés qui sont à proximité. Ça, c'est vraiment... on a commencé du coup à discuter des modes de communication qui pourraient être mis en place et c'est un peu ce qui va être le plus difficile à identifier, qu'est-ce qui est efficace. Et ce qu'on aimerait faire, c'est inciter une école qui serait à proximité immédiate de jardins familiaux à mettre en place à tenter une expérimentation dans ce sens-là et ensuite essayer de la développer sur d'autres écoles. Ok, oui, désolé pour le terme valorisation. J'avais bien conscience de ça, mais c'était en circuit court, j'entendais quoi. Voilà. Ouais. Alors moi, je peux me permettre une petite remarque. Alors je suis désolée, il va falloir que je vous laisse d'ici 5 minutes, mais je me permets juste une petite remarque qui me semble indispensable, notamment par rapport aux herbes folles, on va les appeler comme ça. Le problème de, comment vous avez appelé ça, mauvaise graine, les adventices. Les adventices, oui, vous les avez appelés. Alors, premièrement, je pense que c'est important de ne pas opposer compostage individuel ou collectif au compostage industriel qu'on peut faire nous. Je pense qu'il faut absolument que les deux systèmes cohabitent. Et là, je réponds peut-être à la question de Florian, puisque je pense que c'est pas possible de pouvoir gérer ça uniquement en circuit hyper court, sachant que nous, on fait partie du circuit juste court. Et parce que quand on élague un arbre, on aura du mal à gérer ça dans son propre jardin, quoi. Ça peut être compliqué. C'est la première remarque. Et la deuxième, concernant ces adventices, je pense que la solution, quand on gère ses propres mauvaises herbes, c'est pas gênant. On peut composter ses propres mauvaises herbes et on continue. On va pouvoir mettre un compost qui n'est pas forcément monté en température dans son propre jardin. Ça, ok. Par contre, quand on s'occupe des mauvaises herbes du voisin ou du voisin pas très loin, mais quand même du voisin, on va peut-être être embêté d'avoir les mauvaises herbes du voisin. Pour finir, le compostage ne se fait pas correctement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est aussi un problème qu'on retrouve chez les professionnels qui, en général, broient, stockent, comme vous l'avez justement dit, mais ne compostent pas. Et l'utilisent, pourquoi pas, comme étant du compost, mais en fait, ça n'en est pas. Ça ne répond à aucune norme de compostage, mais au-delà de la norme. Voilà, c'était juste une petite remarque par rapport à ça. Je pense que c'est important d'avoir ces deux filières complémentaires. Oui, tout à fait. Voilà, je suis vraiment désolée, il va falloir que je vous laisse. Mais j'ai trouvé votre approche intéressante qui va bien au-delà de la gestion des déchets verts proprement dite, puisqu'il y a toute une partie com qui est indispensable à prendre en compte. Voilà, et je vous remercie de nous avoir partagé ça. Merci beaucoup. Désolée, je vous souhaite vraiment à tous une bonne soirée. Pas de souci, bonne soirée. Ah. Est-ce que vous avez aussi travaillé, j'imagine, sur tout ce qui touche à la matière sèche pour le compostage? Parce que de mémoire, ça demeure quand même un vrai problème de s'approvisionner en matière sèche sur les sites de compostage collectif. Alors après, voilà, il faut aussi voir ce qu'on entend exactement par matière sèche, parce qu'on a aussi besoin de quelque chose d'un peu régulier et reproductible. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi vraiment des choses qui ont été menées de ce côté-ci? Répondre. Il y a déjà des démarches qui sont engagées de ce côté-là, du côté de la maison du compost notamment, qui du coup est en partenariat aussi avec la ville de Strasbourg, qui peut fournir parfois du broyat qui produisent eux sur la plateforme de l'orangerie.
Et ils sont en train de réfléchir à des espaces de stockage justement où la ville pourrait déposer du broyat et les différents sites de compostage pourraient s'approvisionner. Après, à voir si, combien de sites, etc. Et tous ces projets-là, ils sont en cours depuis un certain temps, mais justement, ils ont été, comme on le disait, vraiment ralentis par le Covid. Donc, on espère que ça va pouvoir se mettre en place. Après, c'était une piste. Enfin, nous, on a beaucoup parlé de feuilles mortes en fait, parce que c'était un problème qui revenait beaucoup. Et c'est vrai que comme c'est quelque chose qui peut être utilisé en compost, ça nous semblait ça nous semblait répondre à ce problème aussi. C'est vrai qu'il y a certaines feuilles qui vont se dégrader plus doucement, qui peuvent nécessiter d'être broyées avant d'être amenées au compost parce qu'elles ont des propriétés spécifiques comme les feuilles de noyer ou les feuilles de platane qui sont très très dures. Mais du coup, oui, pour nous, c'était assez complémentaire. On l'a vraiment intégré le compost comme une solution, comme au même niveau que les autres dans nos préconisations. Avec peut-être aussi des changements de pratiques à envisager. Ouais. Ayant moi-même connu pendant de nombreuses années l'envie d'aller chercher des feuilles mortes de la collectivité, mais le problème c'est comme elles sont soufflées, en gros vous récupérez des fois autant de sable que de feuilles mortes, et je parle pas du reste. Et c'est vrai que là ça pose des vraies difficultés, le compost aime moins le sable que les feuilles mortes. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais dans tous les cas, il y a des problématiques de tri, quelles que soient, plus ou moins de volonté humaine, on va dire, que d'autres. Mais c'est vrai que ça doit être réfléchi dès le début. Et l'avantage des feuilles mortes dans les cours d'école, c'est qu'a priori, elles sont là et elles sont pas polluées par les chiens ou autres. Et elles gênent quand même, donc on peut s'en servir. Si je peux me permettre, du coup, je suis désolé, c'est Victor Bailly là de Cycle, les composteurs de Strasbourg. J'ai suivi en travers un peu la présentation parce que je devais jongler avec mon fils à côté. Et du coup, je voudrais rebondir sur cette question de l'approvisionnement en broyat des sites de compostage et donner le retour d'expérience de notre association. Donc nous, chez Cycle, on fonctionne avec un partenariat avec une entreprise d'élagage. Et en fait, le broyat issu d'élagage, c'est vraiment le must en termes de produits qu'on peut utiliser en compostage parce que la qualité du tri est parfaite vu que c'est uniquement des tailles de branches. C'est vraiment un produit broyé très fin aussi quand c'est du broyage sur chantier type BRF. Et donc aujourd'hui, justement, on a des difficultés à fonctionner avec la ville de Strasbourg et le service Espace Vert parce qu'ils n'ont pas de produits adaptés à l'heure actuelle au compostage. Il y a des matières sèches qui peuvent dépanner pour utiliser en compostage, mais c'est pas l'idéal parce qu'ils ont soit des matières broyées qui compostent sur leur plateforme de l'orangerie et qui gardent 6 mois, 1 an et qui est déjà pré-composté. Il reste des grosses branches un peu ligneuses au milieu et c'est pas excellent pour faire du compostage. Ou alors ils ont des grosses grumes de bois qui gardent et qui broient et ça fait plutôt des plaquettes mais qui se décomposent mal en compostage parce que c'est trop épais, trop ligneux. Donc aujourd'hui finalement on est plutôt tenté de nouer des partenariats avec des professionnels sur le territoire pour trouver des produits adaptés. Et juste dernière chose aussi, si on travaille avec Chautte et Lagage, c'est aussi parce que la ville de Strasbourg aujourd'hui ne fait pas de broyage sur chantier. Donc ils centralisent toutes leurs opérations sur leur plateforme de l'orangerie, ce qui fait que ça rajoute du transport finalement de faire relivrer de la matière depuis la plateforme de l'orangerie qui a été broyée vers les sites de compostage, alors qu'en travaillant avec des élagueurs privés, on leur permet finalement d'avoir des sites de dépôt qui sont beaucoup plus proches que leur site de dépôt centralisé et on économise vraiment du transport sur le bilan global des opérations logistiques. Voilà.
Ouais, mais justement, leur problème, c'est surtout le matériel. Et là, l'investissement pour acheter ce broyeur qui leur permettra d'offrir cette qualité de broyat, c'est en cours, ça va se faire, mais ça prend du temps parce que c'est un gros investissement et une grosse collectivité. Et, mais en fait, ils s'y préparent et l'objectif, c'est que d'ici 2 ans, ils puissent être, avoir cette machine-là, faire du broyage directement sur chantier et proposer cette qualité de broyat-là directement. Donc, ça va venir. Ok, super. Et du coup, juste pour terminer, je serais très intéressé pour avoir vos préconisations et puis éventuellement une discussion avec vous trois ou certaines d'entre vous, parce que justement on a des projets collectifs via le Rescup, la Maison du Compost et les autres associations de compostage pour justement faire essayer de créer des petites plateformes ressources en termes de matière organique à proximité des jardins familiaux avec compost et paillage. Du coup, vos lumières nous seront très utiles. Voilà. Ouais, bah oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on avait essayé d'organiser quelque chose avec Cycle à la fin du chantier, mais en fait on a toutes chopé le Covid, donc ça c'est pas fait. Mais justement là, moi je suis donc en stage chez Eco-Conseil et je travaille sur les jardins familiaux, les jardins partagés, et voilà, je suis là pour ça aussi. C'est la suite de la mission. Donc voilà. Okay. Ben, on est disponible, il n'y a pas de souci. Ouais. J'ai récupéré vos contacts auprès d'Olivier Moreuil aussi, donc voilà. Ok, super. Super. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions, des remarques, des contributions. Peut-être, je vous amener aussi 2 petites précisions. La première, c'est que dans le cadre de Sol en Ville, on a développé un outil d'animation qui s'appelle la fresque des sols, qui est inspiré de la fresque du climat que vous connaissez certainement, qui peut aussi être un outil de sensibilisation justement pour se souvenir que tout cela participe d'un grand cycle. Qu'il n'est pas inutile de s'en souvenir, y compris en ville, fatalement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de vous annoncer qu'on se retrouve dans le cadre des conférences Déconfinant les sols le 17 mai pour une conférence qui sera intitulée Des plantes cachées dans les sols. Et en fait, on va parler de la banque de graines des sols en compagnie d'Isabelle Combrou, qui est chercheur à Strasbourg et qui va justement nous parler de ces plantes cachées dans les sols. Mais vous aurez toutes les informations par la newsletter, par le Facebook, enfin voilà, ça transitera de toute façon.